Absolument tout le monde connaît le drop shaker. Tous ceux qui mettent du CO2 dans leur aquarium connaissent ce drop shaker. Et lorsque vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous êtes demandé pourquoi je demande s'il est utile. Spoiler, oui, il peut être utile, mais pourquoi utiliser une tronçonneuse pour découper une pâtisserie? Ça n'a rien à voir. Le drop shaker, c'est extrêmement populaire. Nombre d'aquascapers utilisent ce petit objet qu'il faut pas se le cacher, c'est tout simplement moche. Avoir une bulle avec un liquide chimique dans un aquarium, ça fait un peu contraste avec le côté nature qu'on essaie de reproduire juste à côté. Un drop shaker, c'est un test de CO2 permanent. Enfin, c'est dit comme ça, l'utilité qu'il nous procure, c'est de savoir quel taux de CO2 est disponible dans l'aquarium pour les plantes. On verse un liquide qui changera de couleur dans ce récipient qu'on retourne et qu'on introduit dans l'aquarium. Comment expliquer? Je vais vous montrer une couleur à l'écran. D'après vous, combien de personnes vont penser que c'est du vert? Combien vont penser que c'est du bleu? Combien vont dire bleu, vert bleu océan, canard WC, et j'en passe. Un indice colorimétrique n'a jamais été synonyme de précision. Ça me rappelle un peu mes débuts où on comparait nos drop checkers avec des potes pour essayer de savoir quel taux de CO2 on avait dans l'aquarium ou s'il était bien réglé. Et les phrases qu'on ressortait, c'était ouais, je pense que j'ai pas assez de CO2, il est bleu-vert, vert légèrement bleu, moi vert pâle, plutôt jaunâtre. Ouais, c'est très précis tout ça. Le liquide qu'on met dans le drop shaker n'a pas cette faculté à changer rapidement de couleur. Au contraire, il est progressif, ce qui rend les choses problématiques quand certains fabricants vous fournissent une échelle à 3 valeurs. Bleu, pas assez de CO2, vert, bon taux de CO2, et jaune, trop de CO2. De ce fait, on peut écarter toute forme de précision. Bon, pourquoi pas. Après, tout ce qui compte, c'est de savoir si on a le bon taux de CO2 ou pas. Mais si c'était le seul facteur, ça irait encore. Parce que l'emplacement du drop shaker a une signification importante. Le drop shaker a été créé de façon à mesurer le CO2 qu'il capte. Donc si vous utilisez votre drop shaker à un endroit où il y aura du remous, vous n'aurez pas la même indication qu'à un endroit plus calme de l'aquarium. En fin de compte, nous cherchons à savoir le taux de CO2 dissous dans l'eau et non le taux de CO2 disponible dans l'eau à cet endroit précis. Vous pouvez le voir sur n'importe quelle vidéo que le drop shaker est placé proche de la surface de l'eau. La question c'est pourquoi? Il n'y a plus de plantes à la surface de l'eau, donc est-ce qu'on peut dire que ça sert à rien? Dans ce cas, le drop shaker va capter du CO2 qui va s'échapper à la surface de l'eau et qui ne sera pas dissous dans l'eau. Il comptabilise du CO2 qu'aucune plante ne pourra utiliser. La valeur qui est donnée est pour le coup fausse, déjà qu'elle n'est pas précise avec les couleurs. Un drop shaker devrait s'utiliser au plus proche du sol pour contrôler déjà plus précisément le taux de CO2 disponible pour les gazonnantes. Ces plantes sont souvent celles qui nécessitent le plus de CO2, c'est donc vers elles ou vers la plante la plus difficile que doit être placé le drop shaker. C'est donc à cause de ce placement que certaines personnes ont des drops jaunes mais sans souci avec les animaux de leur aquarium. Après vous allez me dire que c'est bien beau ce que je vous dis, mais vous utilisez le drop shaker et de cette manière ça fonctionne très bien. Beaucoup de plantes d'aquarium sont capables de vivre dans une plage de concentration de CO2 assez large. En utilisant un drop shaker en surface, vous vous assurez d'avoir un peu de CO2 pour ces plantes-là. Mais en aucun cas vos niveaux sont optimisés. Pire, les plantes considérées les plus difficiles deviennent beaucoup plus simples à gérer avec des niveaux de CO2 optimisés car souvent, c'est ça dont les plantes les plus difficiles demandent le plus. En gros, un drop shaker vous indique que vous avez du CO2 dans votre aquarium à l'endroit même où il se trouve, et c'est tout. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser le drop shaker. Et évidemment, on ne devient pas du jour au lendemain un maître en termes de gestion de CO2 sans cet outil. Les plus professionnels vont observer les plantes. Quand on travaille depuis plusieurs années, une dizaine, l'œil est aguerri et c'est beaucoup plus simple de percevoir ce genre de choses. La plante la plus efficace pour ça est l'Helianthus calitritoides cuba. Sa taille est directement impactée par le CO2. Moins il y a de CO2, plus les feuilles sont petites et moins elles rampent. Elles ont même tendance à monter vers la lumière. On peut voir sur une très vieille photo d'un de mes aquariums des cubas qui étaient sur sol technique avec un CO2 artisanal. L'Helianthus calitritoides cuba est resté en bouquet et s'est très peu étendu dans l'aquarium. A l'inverse, quand elles s'étendent, elle a plus tendance à former son tapis, les feuilles sont aussi plus grandes et la vitesse de pousse est meilleure. Tout ça c'est très compliqué à voir, on peut utiliser la Monte Carlo comme indicateur également, mais c'est un peu moins visible. C'est ce que j'ai fait pour mon aquarium, malheureusement, j'ai manqué d'expérience, j'ai réglé mon CO2 trop bas, par peur d'injecter trop de CO2 dans l'aquarium.
Résultat, le tapis ne poussait pas beaucoup. En 6 mois, je ne l'avais toujours pas taillé. Pendant un bref moment, quand je suis passé sur 3 bulles secondes, certaines personnes ont trouvé ça énorme. Et j'étais dans le doute. Mais aujourd'hui, je suis sûr de moi. Premièrement, il n'y a qu'à regarder à quel point la différence est flagrante entre l'endroit où est diffusé le CO2 et l'endroit opposé, au plus bas de l'aquarium. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans certaines vidéos. La Monte Carlo ne s'est pas répandue, alors que celle proche du diffuseur était plutôt pas trop mal. Pourtant, je suis à 1500 litres par heure de débit sur le filtre, ce qui est vraiment énorme. Il est donc pas question d'un mauvais courant dans l'aquarium, mais plutôt d'un manque de CO2, puisqu'une fois arrivé à l'opposé de la diffusion, les plantes ont déjà consommé la majeure partie du CO2. Regardez cette différence de densité, et encore ça fait déjà un moment que j'ai rectifié le tir. Quand j'ai vu que je m'en sortais pas, c'est ce que je me suis dit, que j'étais tout simplement pas prêt à être capable de gérer les taux de CO2 avec les plantes. Je me suis même dit qu'il fallait apprendre comment pousse chaque plante de façon optimale avant d'être capable de gérer bien son CO2. C'est vrai, c'est bien beau de savoir comment pousse la Monte Carlo quand les niveaux de CO2 sont optimisés, mais si tu mets pas cette plante, tu dois réapprendre sur une autre plante. Heureusement, il y a une autre technique qui permet de contrôler si les niveaux de CO2 sont bons, c'est la lecture du pH. En utilisant un test pH, on peut estimer les quantités de CO2 de façon plus précise. Le CO2 dissous dans l'eau se transforme en partie acide carbonique, ce qui contribue à faire baisser le pH. Mais le KH est également un facteur du pH de l'eau. On estime donc que pour une valeur de 1 à 10 de KH, vous devez avoir une baisse d'une valeur d'1 degré pH entre le moment où vous n'avez pas de CO2 et le moment où le CO2 est à son taux maximum. Ce qui veut dire que vous devez prendre 2 mesures. La première mesure de pH doit se faire avant l'allumage du CO2. Par exemple, j'ai noté 7,5 de pH pour mon aquarium. Dans ce cas, au moment où les taux de CO2 sont au maximum, je dois avoir une valeur qui correspond à 6,5 de pH. Si j'ai un pH à moins de 6,5, c'est-à-dire 5,5 par exemple, c'est que mon taux de CO2 sera supérieur à 30 ppm. Et si je suis au-dessus de 6,5, soit 7, j'aurai un taux de CO2 inférieur à 30 ppm. Certaines personnes mesurent seulement au moment où le CO2 est à son apogée. Ils prennent 2 mesures, l'une normale et la seconde, ils vont secouer beaucoup l'eau dans le tube pour venir dégazer le CO2. Puis ils vont prendre leur mesure, doit être observé un pH de différence entre les 2 mesures. Il sera évidemment plus précis d'utiliser un pH mètre parce que, encore une fois, on est sur un test colorimétrique et bleu océan, bleu canard quoi. Une fois votre CO2 bien réglé, je vous conseille de faire une mesure une semaine plus tard après votre réglage de CO2. Le temps que les plantes reprogramment leurs enzymes, il faut environ une semaine. Ça veut dire que, au bout d'une semaine, les plantes vont peut-être se mettre à absorber plus de CO2 et votre descente de pH qui était bien réglée sera peut-être inférieure à 1 degré pH. Les plantes resteront le meilleur indicatif pour avoir des niveaux de CO2 très optimisés. Lorsque vous réglez votre CO2, soyez présent au moins le jour où vous le réglez pour vérifier si votre vivant ne souffre pas d'un mauvais réglage de CO2. Si c'est le cas, ils seront affolés, proches de la surface. Pour mon cas, j'ai remarqué que les crevettes à Manos s'élèvent vers la surface de mon bac quand j'ai trop de CO2, et elles doivent certainement stresser, et lorsque j'ai pas assez d'oxygène, je les vois plus. C'est pourquoi le filtre est réglé si fort pour éviter d'avoir trop de CO2 en cas de dérive. Coucou les skimmers. Et lorsque vous voulez acclimater du vivant, faites-le en dehors de la plage d'injection de CO2. Le vivant est très affecté par le CO2 et l'acclimatation est déjà difficile. Votre vivant sera moins affecté et stressé si vous les acclimatez en dehors de cette plage d'injection. Donc le drop shaker est un indicateur d'une certaine plage de CO2, mais il n'est pas précis. Et c'est là qu'il est important de travailler de son injection de CO2 pour avoir une meilleure précision. L'intérêt, c'est d'être capable de gérer les plantes les plus difficiles. Glossostigma, Utricularia graminifolia, Eriocolon cinereum. Franchement, j'ai le droit à un point pour ne pas avoir bafouillé. Toutes ces plantes sont considérées comme difficiles, mais si vous savez gérer votre injection de CO2 correctement, la difficulté n'existera plus. Nous voilà donc à la fin de cette courte vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué, et j'espère te revoir vite dans une nouvelle vidéo. J'espère t'avoir aidé à comprendre pourquoi, d'après mon point de vue, le drop shaker est survendu et vraiment pas si intéressant que ça. Allez, portez-vous bien, et à bientôt. Salut, salut.